Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui semblent les plus désespérées de prouver leur innocence sont souvent celles qui paraissent les plus coupables? Il existe un piège psychologique qui attrape presque tout le monde. Au moment où quelqu'un attaque votre caractère, votre réputation ou votre intégrité, votre cerveau hurle de riposter. Mais voici la vérité inquiétante que la plupart des gens ne découvrent que lorsqu'il est trop tard. Chaque mot que vous prononcez pour vous défendre devient une munition entre leurs mains. J'ai appris cette leçon à la dure, et je vais partager avec vous quelque chose qui a complètement changé ma façon de gérer les conflits. Le mois dernier, j'ai vu un PDG perdre un contrat de 40 millions de dollars, parce qu'il n'a pas pu résister à l'envie de se défendre contre une campagne de rumeurs lancée par un concurrent. Tandis qu'il passait son temps à expliquer, à justifier et à prouver sa valeur, son concurrent finalisait l'affaire dans un silence complet. Le désir désespéré du PDG de laver son nom est devenu la preuve même qui a convaincu le client qu'il n'était pas fiable. Il ne s'agit pas d'être passif ou faible. Il s'agit de comprendre une vérité fondamentale qui distingue ceux qui imposent le respect de ceux qui le poursuivent désespérément. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, ment à votre sujet ou tente de vous provoquer, votre instinct naturel est de répondre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre réponse est souvent l'arme même qu'ils utiliseront pour vous détruire. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 situations précises dans lesquelles le silence devient votre plus grand super-pouvoir. Il ne s'agit pas de belles platitudes sur le fait de prendre la voix haute. Ce sont des décisions stratégiques qui transformeront la façon dont les autres vous perçoivent et la manière dont vous gérerez les conflits pour le reste de votre vie. À la fin, vous comprendrez pourquoi les personnes les plus puissantes du monde disent souvent le moins lorsqu'elles sont attaquées. Et, plus important encore, comment vous pouvez utiliser ce savoir pour transformer les attaques de vos ennemis en vos plus grandes victoires. Commençons par le piège le plus courant dans lequel nous tombons tous, l'instant où quelqu'un essaie de vous pousser à réagir. Adam travaillait dans un environnement d'entreprise où un collègue en particulier semblait vivre pour le drame. Cette personne lançait des remarques sournoises pendant les réunions, mettait en doute la compétence d'Adam devant les autres et cherchait généralement à l'entraîner dans des disputes qui ne servaient qu'à créer le chaos. Pendant des mois, Adam mordait à l'hameçon. Il répondait avec des faits, défendait sa position et tentait de raisonner quelqu'un qui n'avait aucun intérêt pour la raison. Puis quelque chose a changé. Adam a compris qu'il jouait à un jeu qu'il ne pourrait jamais gagner, car les règles étaient truquées dès le départ. Le but n'était ni la vérité ni la résolution. C'était de faire perdre son sang-froid à Adam. Alors, il a essayé autre chose. La prochaine fois que son collègue s'est lancé dans l'un de ses discours provocateurs, Adam s'est contenté de hocher calmement la tête sans dire un mot. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le provocateur a redoublé d'efforts, appuyant sur des boutons qui avaient toujours fonctionné auparavant. Mais Adam est resté impassible. En quelques semaines, il s'est produit quelque chose de remarquable. Le comportement du collègue est devenu tellement unilatéral que les autres membres de l'équipe ont commencé à le remarquer. Sans les réactions d'Adam pour alimenter le drame, la véritable nature du provocateur est devenue évidente pour tout le monde dans la salle. La personne qui paraissait si sûre d'elle et maîtresse de la situation a soudain semblé mesquine et désespérée. C'est la force de comprendre que vous ne pouvez contrôler que votre propre esprit. Lorsqu'une personne tente de vous provoquer, elle vous demande essentiellement de lui céder votre pouvoir. Elle veut que vous réagissiez émotionnellement, car les personnes émotionnelles prennent de mauvaises décisions. Elle veut que vous vous défendiez, car les personnes sur la défensive ont l'air coupables. Elle veut que vous engagiez le combat, car l'engagement lui apporte le conflit qu'elle recherche. Au moment où vous réalisez que la provocation n'est qu'une tentative de quelqu'un d'autre de contrôler votre comportement, vous devenez intouchable. Votre calme devient leur chaos. Votre silence devient leur vacarme. Votre maîtrise devient leur perte de contrôle. Mais la provocation n'est pas la seule arme que les gens utilisent contre nous. Parfois, les attaques sont plus directes, plus personnelles. Parfois, elles prennent la forme d'insultes délibérées, destinées à blesser votre fierté et à déclencher votre ego. David venait de recevoir une promotion importante au travail, l'aboutissement d'années de labeur et de dévouement. Il était fier de son accomplissement, mais tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Lors d'un événement social de l'entreprise, un collègue qui était également en lice pour le poste
l'a abordé avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ce n'allait pas être une simple félicitation. Devant plusieurs collègues influents, cette personne a prononcé des paroles qui ressemblaient à des louanges, mais constituaient en réalité une attaque psychologique magistralement conçue. Le commentaire visait à semer des doutes sur la compétence de David, à amener les autres à se demander s'il méritait vraiment la promotion, et à présenter l'orateur comme le candidat plus qualifié injustement ignoré. L'attaque était si sophistiquée que, pendant un instant, David s'est réellement mis à douter de ses propres qualifications. Le commentaire touchait chacune de ses insécurités concernant sa promotion, son âge, son expérience, son parcours. Tout le groupe regardait David, attendant de voir comment il allait répondre. C'était le moment de vérité, et David sentit son cœur s'emballer tandis qu'une poussée familière de colère et de défense se levait en lui. Mais David avait appris quelque chose de crucial auprès de son mentor des années auparavant. Quand quelqu'un vous insulte en public, il ne vous attaque pas vraiment. Il fait un numéro pour un public. Il veut que vous réagissiez émotionnellement, car les personnes émotionnelles prennent de mauvaises décisions et disent des choses qu'elles regrettent. Il veut que vous vous défendiez, car les personnes sur la défensive semblent toujours coupables. Il veut que vous engagiez le combat, car l'engagement lui donne le conflit qu'il recherche. Au lieu de mordre à l'hameçon, David a fait quelque chose qui a complètement pris son attaquant de court. Il a souri. Pas un sourire forcé ni un rictus sarcastique, mais un sourire authentique, confiant, semblant venir d'un lieu de paix intérieure. Il a regardé son collègue droit dans les yeux, a légèrement hoché la tête comme pour reconnaître une observation intéressante, puis s'est tourné vers quelqu'un d'autre du groupe et lui a demandé quels étaient ses projets pour le week-end. L'effet a été immédiat et dévastateur pour son attaquant. Celui qui avait lancé l'insulte s'est retrouvé debout, son arme verbale encore fumante, mais sans cible à atteindre. Le silence qui a suivi n'était rempli que par la confiance tranquille de David, et par la prise de conscience soudaine de tous, qu'il venait d'assister à quelque chose de remarquable. Ce qui s'est passé ensuite fut encore plus puissant. Sans la réaction défensive de David pour alimenter le drame, l'insulte est restée suspendue dans l'air comme une mauvaise odeur. Les autres collègues ont commencé à voir le commentaire pour ce qu'il était réellement. Une attaque mesquine et jalouse de quelqu'un qui ne pouvait pas supporter le succès d'un autre. La victime désignée était devenue le vainqueur, et l'attaquant avait révélé son vrai visage à tous ceux qui regardaient. Voilà la vérité profonde concernant les insultes. Elles sont conçues pour accrocher votre ego et vous entraîner dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Dès que vous répondez avec colère ou défense, vous avez déjà perdu. Vous avez donné à l'insulteur exactement ce qu'il voulait, la preuve qu'il peut contrôler vos émotions et manipuler votre comportement. C'est ce qui se passe quand vous comprenez que les insultes sont comme des leurres de pêche. Elles sont conçues pour attraper quelque chose. Et ce quelque chose, c'est votre réaction émotionnelle. Lorsque vous refusez de mordre, celui qui lance la ligne a l'air ridicule, debout avec son hameçon vide. Votre silence ne vous protège pas seulement. Il expose les intentions véritables de l'insulteur à tous ceux qui regardent. Les philosophes de l'Antiquité comprenaient intimement ce principe. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Quand quelqu'un vous insulte, il espère que vous répondrez de la même manière, vous abaissant à son niveau. Mais lorsque vous répondez par le silence et la dignité, vous révélez la distance immense qui sépare ce que vous êtes de ce qu'il est. Cependant, les insultes ne sont qu'une forme d'attaque. Parfois, les armes utilisées contre nous sont plus sophistiquées, plus calculées. Parfois, les gens ne nous attaquent pas directement. Ils attaquent notre réputation à travers des mensonges et des rumeurs. James se retrouva dans une situation impossible. Un collègue avait commencé à répandre des rumeurs sur son éthique de travail, prétendant qu'il bâclait ses tâches et s'attribuait les idées des autres. Ce n'était pas de simples commentaires occasionnels. C'étaient des tentatives délibérées et systématiques de saper sa réputation. Les mensonges étaient tellement précis et détaillés que certaines personnes se mirent à se demander s'ils n'étaient pas vrais. Le premier réflexe de James fut de se défendre vigoureusement. Il voulait convoquer des réunions, présenter des preuves et réfuter méthodiquement chaque fausse affirmation. Il voulait démasquer le menteur et laver son nom une bonne fois pour toutes. Mais quelque chose le retint. Peut-être la sagesse, peut-être l'épuisement. Mais James décida d'essayer une autre approche. Au lieu de combattre les rumeurs par des mots, il les combattit par la constance.
Il continua à faire un excellent travail, continua à être serviable envers ses collègues et continua à agir avec intégrité dans chaque situation. Quand on l'interrogeait sur les rumeurs, il se contentait de dire que son travail parlait pour lui et passait à autre chose. Cette approche sembla risquée et incertaine. James craignait que son silence ne soit interprété comme un aveu de culpabilité. Mais au fil des semaines, quelque chose d'intéressant se produisit. La personne qui répandait les rumeurs dut travailler de plus en plus dur pour maintenir l'intérêt de son histoire. Sans les réactions de James pour alimenter le drame, les mensonges commencèrent à paraître fades et répétitifs. Plus important encore, le comportement constant de James commença à raconter une toute autre histoire. Ses collègues le virent rester tard pour aider les autres, le virent rendre à chacun le crédit qui lui était dû, le virent gérer la pression avec grâce. Le contraste entre les rumeurs et la réalité devint impossible à ignorer. Finalement, la vérité émergea de la façon la plus naturelle qui soit. La personne qui colportait les mensonges commit l'erreur d'essayer la même tactique avec quelqu'un d'autre. Cette fois pourtant, les gens reconnurent le schéma. Ils réalisèrent que cette personne avait l'habitude de créer des drames et de répandre de fausses informations. La réputation de James ne fut pas seulement rétablie, elle fut renforcée par la dignité qu'il avait montrée durant la crise. C'est la force de comprendre que la vérité finit par surgir quand on n'essaie pas désespérément de la forcer à la surface. Lorsque vous répondez aux mensonges par des explications frénétiques et des arguments défensifs, vous aggravez souvent la situation. Vous donnez aux mensonges plus d'attention et d'énergie qu'ils ne méritent, et vous risquez de paraître comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Avant de continuer, si vous trouvez ces idées utiles, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela me montre que ce contenu vous parle et j'en créerai davantage. Et si vous voulez maîtriser l'art du silence stratégique et d'autres techniques de communication puissantes, abonnez-vous et activez les notifications. Ce ne sont pas de simples astuces au hasard. Ce sont des stratégies éprouvées qui peuvent transformer la façon dont vous gérez les conflits et imposer le respect dans tous les domaines de votre vie. Croyez-moi, ce qui vient ensuite changera à jamais votre vision des dynamiques de pouvoir. Mais les mensonges ne sont pas la seule forme de tromperie que nous rencontrons. Parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui manipulent notre empathie et retournent notre compassion contre nous. Ce sont les personnes qui ont maîtrisé l'art de jouer les victimes. Rachel travaillait avec quelqu'un qui avait fait du rôle de victime une compétence professionnelle. Cette collègue avait un talent remarquable pour se présenter comme la partie lésée dans chaque conflit, même lorsque sa faute était évidente. Lorsqu'on la confrontait à ses retards, elle se mettait à pleurer et parlait de ses problèmes personnels. Lorsqu'on critiquait son comportement non professionnel, elle affirmait qu'elle était harcelée et discriminée. Au début, Rachel et ses collègues eurent pitié de cette personne. Ils firent des concessions, offrirent leur soutien et essayèrent d'être compréhensifs. Mais avec le temps, Rachel commença à remarquer un schéma. Les larmes arrivaient toujours aux moments opportuns. Les crises personnelles coïncidaient toujours avec des échéances importantes. Les plaintes de traitement injuste suivaient toujours des critiques légitimes. Lorsque Rachel se retrouva enfin à son tour victime de l'une de ses performances manipulatrices, elle fut tentée de souligner les incohérences et de dénoncer la supercherie. Mais elle comprit que toute réponse serait tordue et utilisée comme preuve du comportement même dont on l'accusait. Elle choisit donc le silence. Cette décision fut d'abord inconfortable. Rachel regardait sa collègue se poser en victime de son hostilité supposée, et elle craignait que les autres ne croient ce faux récit. Mais Rachel conserva son silence et continua à agir avec professionnalisme dans toutes ses interactions. La percée survint lorsque la collègue de Rachel tenta les mêmes tactiques de manipulation avec d'autres membres de l'équipe. Sans les réactions défensives de Rachel comme preuves à brandir, le schéma devint clair pour tout le monde. Les gens commencèrent à voir que le rôle de victime de cette personne était sélectif et stratégique, toujours déployé lorsque la responsabilité était exigée. La force de cette approche réside dans la compréhension que les victimes chroniques ont besoin que vous jouiez le rôle d'agresseur dans leur récit. Lorsque vous refusez de mordre à l'hameçon, lorsque vous répondez aux accusations par un calme silence, vous les obligez à maintenir leur histoire sans votre participation. C'est bien plus difficile qu'il n'y paraît, et tôt ou tard,
le masque commence à tomber. Les victimes professionnelles se nourrissent de drames et d'attention. Elles ont besoin que les autres réagissent émotionnellement à leur récit, car l'émotion valide leur histoire. Lorsque vous répondez avec une dignité silencieuse, vous privez leur performance du carburant dont elle a besoin pour continuer. Mais la manipulation ne consiste pas toujours à jouer la victime. Parfois, elle prend la forme de trahison, de la part de personnes en qui nous avions le plus confiance. Lorsque quelqu'un en qui nous croyions se retourne contre nous, la douleur peut être accablante, et notre désir d'explication et de clôture peut nous rendre vulnérables à d'autres blessures. Sarah était amie avec quelqu'un depuis plus de 10 ans. Elle s'était confiée des secrets, soutenue dans les moments difficiles, et se considérait comme une famille. Alors, quand Sarah découvrit que cette personne sapait systématiquement sa réputation dans son dos, partageait des informations privées avec d'autres et tentait même de nuire à ses relations professionnelles, la trahison fut profonde. Le premier réflexe de Sarah fut de confronter son amie, d'exiger des réponses, de comprendre comment une personne en qui elle avait confiance pouvait faire de telles choses. Elle voulait sauver la relation, trouver un moyen de surmonter la trahison et de reconstruire la confiance. Mais en y réfléchissant, Sarah réalisa que quelqu'un capable d'une telle tromperie calculée n'allait probablement pas soudainement devenir honnête et responsable simplement parce qu'on le confrontait. Au lieu de chercher la clôture à travers la confrontation, Sarah choisit une autre voie. Elle mit fin à l'amitié discrètement, sans drame ni explication. Elle n'annonça pas sa décision et ne tenta pas de punir son ancien ami. Elle cessa simplement d'être disponible, de partager des informations personnelles et de considérer cette personne comme digne de confiance. L'effet fut profond. Sans l'amitié et la confiance continue de Sarah à exploiter, son ancien ami perdit l'accès aux informations et aux relations qui avaient rendu la trahison possible. Plus important encore, le retrait silencieux de Sarah envoyait un message clair. La trahison a des conséquences, et ces conséquences incluent la perte de tout ce que le traître tenait pour acquis. Cette approche obligea Sarah à renoncer à son besoin de clôture et d'explication. Elle dut accepter qu'elle ne comprendrait peut-être jamais entièrement pourquoi quelqu'un en qui elle avait confiance choisirait de la trahir. Mais en optant pour le silence, plutôt que la confrontation, elle se protégea de toute manipulation future et conserva sa dignité dans une situation qui aurait facilement pu dégénérer. La sagesse ici est de comprendre que la trahison révèle le caractère, et que le caractère change rarement par la dispute ou l'explication. Lorsque quelqu'un trahit votre confiance, il vous montre qui il est vraiment. Votre tâche n'est pas de le convaincre d'être différent, c'est de vous protéger de nouvelles blessures. Pourtant, la trahison n'est pas la seule façon dont les gens peuvent nous faire sentir sous-estimés. Parfois, les personnes de notre entourage nous tiennent simplement pour acquis, ne reconnaissant notre valeur qu'une fois que nous ne sommes plus disponibles. Jake était tombé dans une routine avec plusieurs de ses amitiés. C'était toujours lui qui prenait des nouvelles, toujours lui qui faisait des plans, toujours lui qui fournissait des efforts pour entretenir la relation. Ses amis semblaient heureux de l'entendre et appréciaient sa compagnie, mais ils n'initiaient jamais le contact ni ne faisaient l'effort de l'inclure dans leur vie. Pendant des années, Jake s'était dit que c'était ainsi que ses amitiés fonctionnaient. Peut-être que ses amis étaient occupés, peut-être qu'ils n'étaient pas doués pour prendre des nouvelles, peut-être supposait-il qu'il serait toujours celui qui appellerait. Mais avec le temps, Jake commença à se sentir de plus en plus rancunier et sous-estimé. Sa première impulsion fut d'avoir une conversation avec ses amis au sujet du déséquilibre de leur relation. Il voulait expliquer ce qu'il ressentait et leur demander plus d'efforts. Mais quelque chose l'arrêta. Jake réalisa que s'il devait demander aux gens de le valoriser, alors il ne le valorisait probablement pas autant qu'il le pensait. Au lieu de plaider pour de la reconnaissance, Jake décida de prendre du recul pour voir ce qui se passerait. Il cessa d'être celui qui prenait toujours des nouvelles. Il cessa d'organiser tous les plans. Il cessa d'être constamment disponible dès que ses amis avaient besoin de quelque chose. Ce n'était ni par dépit ni par colère, c'était par respect de soi. Les résultats furent révélateurs. Certaines de ces amitiés s'estompèrent simplement, confirmant qu'elles avaient toujours été à sens unique. Mais d'autres le surprirent. Certains amis, remarquant soudain l'absence de Jake, commencèrent à prendre des nouvelles eux-mêmes. Ils se mirent à faire des plans et à fournir des efforts pour entretenir la relation. La découverte la plus importante fut que la valeur de Jake
n'était pas déterminé par la difficulté avec laquelle il travaillait pour la prouver aux autres. En prenant du recul et en laissant le silence parler pour lui, il apprit quelles relations étaient réellement mutuelles et lesquelles n'étaient que des commodités pour les autres. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie où nous nous sentons sous-estimés, que ce soit dans les amitiés, les relations amoureuses ou le milieu professionnel. L'envie de prouver votre valeur produit souvent l'effet inverse. Lorsque vous devez convaincre quelqu'un de votre valeur, vous admettez essentiellement qu'elle n'est pas évidente. Le silence, dans ce contexte, n'est pas un jeu ni une manipulation. C'est avoir suffisamment de respect pour soi-même pour se retirer des relations qui ne vous servent pas et laisser votre absence parler plus fort que n'importe quel mot. Parfois, cependant, la reconnaissance de notre valeur arrive trop tard. Parfois, les gens ne réalisent ce qu'ils ont perdu qu'après notre départ et ils reviennent chercher le pardon et la réconciliation. Olivia avait été dans une relation où elle s'était constamment sentie sous-appréciée. Son partenaire la tenait pour acquise, ne priorisait pas leur relation et semblait supposer qu'elle serait toujours là, peu importe la façon dont il la traitait. Malgré ses tentatives de communiquer ses besoins et ses sentiments, rien ne changea. Finalement, Olivia atteignit son point de rupture. Mais au lieu d'avoir une nouvelle confrontation dramatique ou de lancer des ultimatums, elle partit simplement. Elle n'annonça pas sa décision, ni ne tenta de faire comprendre à son partenaire ce qu'il perdait. Elle fit calmement ses bagages et continua sa vie. Des mois plus tard, son ancien partenaire revint, plein d'excuses et de promesses de changer. Il affirmait enfin comprendre sa valeur et la suppliait de lui accorder une nouvelle chance. Il dressait le tableau de tout ce qui serait différent si elle acceptait de lui donner l'occasion de le prouver. Olivia fut tentée d'écouter. Une partie d'elle voulait croire que son départ lui avait enfin enseigné la leçon nécessaire. Mais elle réalisa que si une personne ne vous apprécie qu'après votre départ, son appréciation est probablement davantage liée à la perte qu'à une reconnaissance authentique de votre valeur. Elle choisit de garder le silence et de continuer à avancer. Il ne s'agissait pas de punir son ancien partenaire, ni d'être impitoyable. Il s'agissait de comprendre que lorsque quelqu'un vous montre qu'il ne vous valorise pas, croire ses promesses de changement revient souvent à se préparer à une nouvelle déception. La force de cette approche réside dans la compréhension que le regret n'est pas la même chose qu'un véritable changement. Quand quelqu'un revient après vous avoir perdu, il est souvent motivé davantage par l'inconfort de la perte que par une véritable appréciation de qui vous êtes. Le vrai changement intervient avant les conséquences, pas après. En maintenant son silence et en refusant d'engager des tentatives de réconciliation, Olivia honora la leçon que son expérience lui avait enseignée. Elle démontra que sa valeur n'était pas négociable et que les secondes chances devaient se mériter par des actions cohérentes dans le temps, pas par des mots prononcés dans le désespoir. Toutes ces situations partagent un fil conducteur: la reconnaissance que le silence n'est pas faiblesse, mais force. Dans un monde qui nous pousse constamment à réagir, répondre et nous défendre, choisir le silence est un acte révolutionnaire. C'est déclarer que vous ne serez pas manipulé, provoqué ou entraîné dans un drame qui n'a aucun but constructif. Les anciens philosophes stoïciens comprenaient profondément ce principe. Ils reconnaissaient que nos réactions aux événements externes sont souvent plus dommageables que les événements eux-mêmes. Lorsque quelqu'un ment à votre sujet, le mensonge lui-même peut être temporaire, mais votre réaction frénétique peut causer des dommages durables à votre réputation et à votre paix intérieure. Lorsque vous choisissez le silence dans ces situations, vous n'êtes pas passif, vous êtes stratégique. Vous refusez de laisser les autres contrôler vos émotions et vos actions. Vous faites confiance au fait que la vérité, le caractère et l'intégrité parleront finalement plus fort que toute défense que vous pourriez monter. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais prendre la parole ou vous défendre. Il y a certainement des moments où l'action est nécessaire, mais cela signifie être stratégique quant au moment et à la manière dont vous répondez. Cela signifie comprendre que, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. Les personnes qui inspirent le plus de respect dans ce monde sont souvent celles qui parlent le moins lorsqu'elles sont attaquées. Elles comprennent que la dignité n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer par des arguments. C'est quelque chose qu'on démontre par ses actions et sa retenue. À mesure que vous avancez dans votre vie, rappelez-vous que chaque fois que quelqu'un tente de vous provoquer,
de mentir à votre sujet ou de vous manipuler. Il vous offre un choix. Vous pouvez entrer dans son drame et lui donner le pouvoir qu'il recherche, ou vous pouvez choisir le silence et conserver votre propre pouvoir. Le choix vous appartient toujours, et les conséquences de ce choix résonneront bien au-delà de la situation immédiate. Choisissez avec sagesse, choisissez stratégiquement, et choisissez en comprenant que, parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Votre silence n'est pas seulement d'or, c'est votre arme la plus puissante dans un monde qui tente constamment de vous faire perdre l'équilibre. Utilisez-le avec discernement et regardez les personnes qui tentaient de vous diminuer révéler leur vraie nature à tous ceux qui observent.